Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui s'intéresse à la présentation d'œuvres de philosophie. Aujourd'hui, on va présenter une œuvre très importante à la fois pour la philosophie, mais également pour la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, puisqu'on va présenter une œuvre de Carl Gustav Jung. Jung, c'est un psychiatre suisse qui est né en 1875 et qui a été énormément influencé par la psychanalyse, puisqu'en fait, au départ, c'était le disciple de Sigmund Freud. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est que il n'a pas toujours été d'accord avec Sigmund Freud et il a créé ses propres théories en psychologie. Il a nommé ça la psychologie analytique ou la psychologie des profondeurs. Freud, dans ses théories de psychanalyse, décrit l'inconscient et certains concepts liés à l'inconscient, et Jung, il va également décrire ce qu'il appelle la structure de l'inconscient. C'est d'ailleurs le nom de la conférence datant de 1916 qui a donné le livre que je vais présenter dans cette vidéo. La conférence se nomme La structure de l'inconscient. Jung, il n'a pas écrit et fait paraître le livre sur la structure de l'inconscient directement après la conférence, puisque le livre y paraît en 1933 en allemand. Le nom allemand imprononçable, c'est d'ailleurs Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten. et le livre est paru en 1964 en français, alors que Jung est mort depuis 3 ans en 1961. Mais il a été quand même décidé avec l'éditeur du nom du livre en français, qui s'appelle donc Dialectique du moi et de l'inconscient. Jung a donc décidé un peu avant sa mort de choisir comme concept le concept de dialectique pour décrire le conscient et l'inconscient, puisque c'est un concept qui est omniprésent en philosophie, que ce soit chez Platon, chez Hegel, chez Marx ou encore chez Kierkegaard. L'objectif de la dialectique, surtout de la dialectique chez Hegel et chez Kierkegaard, c'est de définir les contradictions et les oppositions entre les concepts et les idées qui parfois se complètent. Et donc chez Jung, il y aurait une complétion entre l'inconscient et le conscient, ou donc l'inconscient et le moi. Même si donc ce livre est un essai qui est tiré d'une conférence, on va quand même parler de la forme. La forme, elle est assez simple, c'est un essai avec des chapitres. Il y a deux grandes parties qui chacune font 4 chapitres. Ce qui rend la lecture très fluide, c'est que Jung est très clair dans son propos. Il utilise quand même un jargon lié à la médecine psychiatrique, mais c'est pas non plus des noms qui sont imprononçables ou incompréhensibles. Ce qu'il faut en plus prendre en compte, c'est qu'il va donner des exemples de sa propre expérience avec ses propres patients pour définir certains concepts. Maintenant, il faut qu'on parle du fond. L'inconscient et l'inconscient collectif. Donc, comme on a pu le dire en introduction, l'inconscient, c'est un concept de psychanalyse qui a été introduit par Sigmund Freud. On va pas aller forcément dans le détail sur l'inconscient de Freud ou sur ses conceptions à lui, on va surtout s'occuper de l'inconscient selon Jung. Pour Jung, l'inconscient, c'est tout ce qui échapperait à la conscience. C'est pour ça qu'il fait directement une opposition entre l'inconscience et la conscience, ou entre l'inconscient et le moi. L'apport de Jung à l'inconscient, c'est l'inconscient collectif, et en fait, il appelle inconscient collectif tous les concepts ou toutes les structures qui seraient communes à toute l'espèce humaine, ou du moins communes à une certaine culture. La question maintenant que vous allez me poser, c'est comment on accède à l'inconscient si justement c'est quelque chose dont on n'a pas du tout conscience. Eh bien la réponse de Jung, elle est un petit peu comme celle de Freud. On a accès à l'inconscient grâce à nos pulsions, nos désirs, mais surtout grâce à nos rêves. Par exemple, pour Jung, les rêves qu'on fait la nuit peuvent être utilisés d'un point de vue thérapeutique pour expliquer certains troubles ou certaines névroses. Dans nos rêves, on peut par exemple avoir accès à notre inconscient personnel, notamment via des souvenirs, via des désirs qui nous sont individuels, personnels, assez singuliers. Mais aussi, on peut avoir accès, via l'inconscient collectif, à un ensemble d'idées inconscientes qui sont communes à un groupe d'humains, par exemple lorsqu'on va rêver de symboles religieux ou de symboles intersubjectifs. Là, pour qu'on se représente le rêve avec l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, Jung, il va nous présenter une patiente et une expérience qu'il a fait avec une patiente. Dans la thérapie de cette patiente, Jung va lui demander de raconter les rêves qu'elle fait la nuit et dans un rêve que cette patiente a fait la nuit, celle-ci va présenter le fait qu'elle a rêvé de Dieu. Dans son rêve, cette patiente, elle va avoir une représentation assez particulière de Dieu, puisqu'en fait, elle va le représenter comme un génie de la nature. Et ça, pour Jung, c'est un signe de l'inconscient collectif, puisque c'est pas une idée personnelle que cette patiente a par rapport à Dieu,
mais c'est quelque chose qui est inconsciemment admis par la plupart des êtres humains. La persona. Jung se réfère au mot persona pour parler en fait des rôles que les gens prennent en société. Originellement, le mot persona, ça se réfère au masque des comédiens de théâtre. La persona, c'est donc une structure archétypique provenant de l'inconscient collectif, puisque c'est un masque que l'on va mettre ou un rôle que l'on va jouer devant les autres. L'utilisation d'archétypes pour exprimer différentes formes de personnalité, c'est quelque chose qui a été énormément fait dans l'art. L'exemple le plus marquant, c'est les archétypes balsaciens, donc créés par Honoré de Balzac. Balzac, lorsqu'il a écrit la comédie humaine au début du 19e siècle, il avait en tête l'idée de créer des personnages archétypiques. Ça veut dire qu'il allait caricaturer les mœurs et les comportements de son époque afin de faire réfléchir son lecteur sur certains types de personnalités. En tant qu'archétype balsacien, j'ai pour exemple le cas de Fédora, qui vient de La peau de chagrin. L'objectif de Balzac lorsqu'il décrit le personnage de Fédora, c'est en fait de créer une forme de femme fatale. Et pour revenir à Jung, si on lit le travail de Balzac avec celui des archétypes de Jung, en fait, l'archétype de Fédora, qui est celui de la femme fatale, est lié à l'inconscient collectif. Puisque dès qu'on se figure une femme fatale, on pense communément à une femme sans cœur ou une femme inaccessible. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du personnage principal de La peau de chagrin ou même du lecteur de savoir si derrière la persona que prend Fedora, il y a véritablement une personnalité authentique. Le problème que pointe Jung notamment via ses propres patients, c'est qu'en fait, lorsque on se réfère uniquement à la persona de quelqu'un et non à ce qu'il y a derrière le masque, on peut broyer un individu. Par exemple, si on imagine un individu qui a une persona ou un archétype du héros ou de l'héroïne, si on lit seulement cet individu à sa persona, cette personne va être broyée par son rôle d'héros ou d'héroïne. Ça, c'est quelque chose qui est visible dans l'art, suffit de voir tous les films de super-héros qui existent, mais c'est aussi visible dans la vraie vie, notamment avec des actes qui impliquent de se mettre en danger pour les autres. L'individuation. L'objectif de l'individuation pour Jung, c'est de se libérer de sa persona. On l'a dit, la persona, c'est le masque, le rôle que l'on prend en société, et il y a individuation lorsqu'on arrive à se défaire de sa persona sans croire que le moi et la persona sont la même chose. Et Jung, il va pointer certains freins à cette individuation. Par exemple, il met bien en avant le fait que nos sociétés émettent beaucoup plus sur un piédestal l'extraversion. Et le problème de l'extraversion pour Jung, c'est que déjà, elle fait passer les introvertis pour des inadaptés, mais aussi, elle crée sans cesse des nouvelles personas. Autre frein, c'est qu'en fait, on peut faire des concessions volontaires en créant sa persona, en contraignant son moi, ce qui peut avoir des conséquences sur l'inconscient. Et là, j'ai encore pour exemple l'exemple de James Bond. James Bond, c'est un agent secret qu'on présente comme un homme fort, mais en fait qui, en privé et sans masque, est quelqu'un qui ne comprend pas ses propres sentiments. L'individuation pour Jung, ça va être donc de savoir sur quel levier de l'inconscient on va pouvoir jouer. Et encore une fois, lui nous présente le levier des rêves ou bien des fantasmes. Imaginons que moi, personnellement, je refoule certaines choses et que je refoule certaines peurs inconsciemment, peut-être que c'est des choses qui vont ressurgir dans mes rêves ou ressurgir dans mes fantasmes. Par exemple, moi qui aime bien nager, je fais souvent des rêves où je tombe dans un fleuve ou une créature marine m'attaque. Et ça veut peut-être dire que inconsciemment, j'ai peur des profondeurs marines ou des grandes profondeurs. Anima et animus. Jung il va définir l'anima comme étant la part féminine inconsciente chez l'homme et inversement, il va définir l'animus comme étant la part masculine inconsciente chez la femme. L'intérêt de décrire l'anima et l'animus est surtout d'un point de vue relationnel parce qu'en fait, ils vont définir comment inconsciemment on va se comporter avec la jante masculine ou féminine. Enfin, la personnalité mana. Pour Jung, une personnalité qui a du mana, c'est une personnalité qui peut influencer activement les autres. La personnalité mana, elle peut par exemple se refléter par l'archétype du vieux sage pour l'homme ou encore celui de la magna mater pour la femme. Mais du coup, après avoir présenté tout ça, pourquoi on parle de Jung en philosophie? Et même on va agrandir la question, pourquoi on parle de Freud et de Jung en philosophie? Pourquoi ils sont aussi importants alors qu'on les considère comme philosophes de manière secondaire?
La question, elle peut paraître un peu absurde, mais elle peut être également étendue à n'importe quel philosophe en fait. Pourquoi Nietzsche, qui écrivait beaucoup en aphorismes et qui avait un style très poétique, est-il plus un philosophe que Freud et Jung? Est-ce que Niels Bohr ou Albert Einstein sont considérés comme des philosophes? Certains diraient que non, qu'ils sont juste physiciens, mais certains diraient que oui, car leurs théories ont vraiment apporté à la philosophie, que ce soit d'un point de vue métaphysique comme d'un point de vue épistémologique. En fait, la question là, c'est pas forcément de se demander si Jung, Freud, Einstein, Nietzsche, etc. sont des philosophes, mais surtout de se demander, bah, c'est quoi un philosophe en fait? Ce qu'on peut dire au final, c'est que l'œuvre de Jung peut être tout de même utilisée d'un point de vue philosophique, puisqu'il apporte plusieurs concepts expliquant la psyché humaine. J'aimerais aussi conclure sur le fait que l'influence de Jung, elle a été considérable. On utilise aujourd'hui les archétypes et les personas même en marketing, et que on peut utiliser ces concepts même d'un point de vue pragmatique dans la vie de tous les jours. La vidéo est maintenant terminée, tu peux t'abonner, mettre un like, me suivre sur TikTok et Instagram, ça fait toujours plaisir.